Plus je regarde et découvre des films, plus je remarque que j'accorde toujours plus d'attention envers le documentaire. C'est un genre qui m'embarque. Je sais pas si c'est lié au fait que j'ai l'impression que les fictions se ressemblent très souvent, mais je trouve que le documentaire, en plus d'être très délaissé dans l'industrie, occupe peu de place dans les salles et dans les esprits des spectateurs. On associe beaucoup aujourd'hui le documentaire au reportage et on les qualifie très peu comme des films de cinéma, alors qu'ils le sont tout autant que les dernières grosses productions cinématographiques, ça coûte juste beaucoup moins cher. Très peu de documentaires sont un succès triomphant. Il faut compter sur une personnalité connue ou bien sur un sujet qui tombe pile au bon moment et qui sait trouver des spectateurs pour espérer voir un documentaire populaire. Populaire, c'est d'ailleurs un peu le bon mot, car le documentaire est souvent perçu comme étant réservé aussi à une caste élitiste, compte tenu du fait qu'il est peu disponible en salle et projeté dans des cinémas souvent plus petits que seuls les cinéphiles des grandes villes connaissent. Aussi parce qu'il peut arriver que ce soit des films qui durent très longtemps, plus de 3 heures, comme ça peut être le cas pour Wang Bing ou Frédéric Wiseman, et que c'est donc pas évident à distribuer en salle et à trouver un public. Pourtant, le récent documentaire de François Ruffin et Gilles Perret a connu un certain succès populaire en touchant 135 000 spectateurs, ce qui est un chiffre assez important pour le genre. Mais parce qu'il y a Ruffin et que la forme du film appuie le côté poussif et émotionnel, porté par sa présence de petit papa du peuple et de ses profils filmés qui, il faut l'avouer, sont très touchants. D'ailleurs, si vous voulez un peu mon avis sur son film, j'avais fait une petite capsule sur ma chaîne secondaire où j'allie mon ressenti avec une analyse d'une autre critique. Mais moi, j'aime pas trop le documentaire qui est cette poussée aux larmes et où le réalisateur s'immisce volontiers dedans pour ne pas oublier qu'il est là aussi. Parmi les quelques docus que j'ai pu voir cette année au cinéma ou ailleurs, j'en ai sélectionné 3 qui illustrent 3 façons différentes d'aborder le documentaire. Une façon de montrer que ce genre est aussi représentatif d'une sensibilité d'un ou d'une cinéaste, et que cela peut beaucoup jouer sur les intentions esthétiques choisies. Il y aura des choses qui seront sans doute difficiles à dire pour vous. Si à un moment vous voulez faire une pause ou vous vous sentez pas bien, vous n'hésitez pas à le dire. Dans Une famille, Christine Angot réalise le film et en est la protagoniste principale, qui fait face à son passé pour mieux combattre le déni qu'elle a subi plus jeune, après avoir été victime de viol par son père. Mais il y a aussi cette forme où un protagoniste est au centre d'un récit, sans être pour autant le réalisateur. C'est le cas du film La Déposition, sorti en octobre 2024. Réalisé par Claudia Marchal, le film se centre sur Emmanuel, Alsacien d'une quarantaine d'années, qui a décidé d'enregistrer sa déposition concernant une plainte pour agression sexuelle, commise par un prêtre qu'il a subi en 1993 alors qu'il était enfant. Le procédé pour conter le parcours d'Emmanuel, la façon dont sa reconstruction fut très difficile et comment ça continue de le hanter, se met en scène à travers quelques plans de la réalisatrice, mais avant tout des archives de lui plus jeune, des vidéos et des captures de portables ou d'appareils d'époque. Le fait que cette mise en scène, ce montage soit au travers du regard de quelqu'un d'autre, change beaucoup de choses dans la perception que l'on a de celui qu'on regarde. La réalisatrice est totalement absente à tel point qu'on en oublie que c'est elle qui réalise et non Emmanuel. L'entrée dans l'intimité de cet homme, son passé, ses parents, est faite pour dresser un certain profil sociologique, mais aussi pour illustrer les conséquences du crime dont il fut victime, se déroulant dans une atmosphère et un entourage qui, au premier abord, paraît un peu normal. Mais derrière cette normalité se cachent, comme très souvent, des secrets et du déni. Je parlais de profil sociologique car il est intéressant pour la réalisatrice de souligner la proximité qu'avait la famille avec la religion. Emmanuel est un fils de parents possédant un bistrot pratiquement collé à l'église. Leur maison se situait au-dessus du bistrot. Il a donc grandi dans une atmosphère étrange avec très peu d'intimité où petit il prenait son petit-déj avec les derniers buveurs de la veille. Tout ça au milieu d'un petit village rural. Toutes ces informations dressent une certaine catégorie de personnes mais aussi un certain contexte dans lequel est né Emmanuel. Ce qui fait que ce qui lui est arrivé prend une tournure différente et autre que purement personnelle. Elle s'inscrit dans un contexte et des conditions matérielles assez précises. De plus, cette lecture permet aussi de montrer l'importance qu'apporte la famille à la religion. Ce qui fait que quand Emmanuel en parlera, sa mère va prétendre qu'il ment, son père ne va pas en tenir compte. Et c'est 30 ans plus tard qu'Emmanuel, après avoir enregistré sa déposition, refait face à son père pour lui prouver sa lâcheté. Cette intimité détruite, cette famille sur laquelle Emmanuel n'a jamais pu s'appuyer, c'est tout ce que va retranscrire la réalisatrice en mettant en scène ce sentiment d'humiliation mais aussi de culpabilité, où un vrai sujet de société se sacralise dans ses archives vidéo, ses profils et ce personnage atypique qu'est Emmanuel, qui a dû faire face toute sa vie à ce traumatisme, jusqu'à ce qu'il décide de porter plainte 30 ans après les faits
et surtout après avoir reçu une lettre de la part du prêtre lui disant qu'il s'était entendu avec son père en lui souhaitant le meilleur malgré son traumatisme qu'il a pourtant lui-même provoqué. La question du pardon prend alors là aussi un sens ironique. C'est en voyant cette lettre religieuse du prêtre qu'Emmanuel a décidé de faire face à ce qui l'a hanté toute sa vie et de porter plainte. Bref, la forme du film dresse un regard extérieur à celui d'Emmanuel, mais on est pourtant très vite immiscé dans son quotidien et dans les regards qui lui font face, en particulier celui de son père, en situation déstabilisante pour la première fois sans doute face à son fils. Une autre façon de faire du documentaire, c'est celle de placer un lieu préétabli par le cinéaste et y incorporer du réel dedans. C'est le cas du film Les Habitants en 2016, réalisé par Raymond Depardon, cinéaste et photographe français immense dont j'espère un jour faire une vidéo. Dans ce documentaire, Depardon part dans plusieurs villes de France pour y rencontrer des gens au hasard dans la rue. À la suite de ces rencontres, il les invite à continuer leur discussion dans une caravane où sont installés micros et caméras. Le système est assez loufoque car il n'y a pas vraiment une authenticité formelle puisque le décor est préparé et que les gens ont consenti en avance à venir dans cette caravane. Mais pourtant, leur discussion reflète un paquet de choses en lien avec leur époque, leur âge, leur profil sociologique, leur classe sociale, la ville dans laquelle ils vivent. C'est un paradoxe que je trouve assez fascinant. On a toujours le même plan pendant 1h30 à l'intérieur de cette caravane, mais avec des accents différents, des disputes différentes, des discussions différentes qui très souvent tournent autour de l'intimité. Deux femmes parlent de violence conjugale, d'autres de salaire, d'autres du temps qui passe ou du temps qu'il fait. Un couple parle de leur enfant qui arrive, d'autres parlent de femmes comme si c'était des objets sexuels à collectionner. Depardon expliquait dans une interview qu'on lui reprochait que le docu ne soit pas assez politique. À cela, il répondait qu'il l'aurait bien voulu, mais que dans le quotidien des gens, c'est en fait très rarement un sujet de discussion, en particulier pour ce qui est des classes plus populaires. On préfère parler de ces situations, de comment va l'autre, etc. Ça ne mène pas à des discussions élaborées, mais on s'en fout. C'est là où on récupère aussi toute l'authenticité du processus formel. Ce mélange de gêne que les gens peuvent avoir au début à se dire que c'est quand même un peu bizarre de continuer une dispute ou une discussion dans sa caravane, finit par disparaître et on est comme spectateur des conditions que vivent ces personnes filmées. C'est parfois drôle, parfois triste, parfois problématique, et parfois on peut aussi se reconnaître dans ces discussions ou dans ces disputes, ou dans ces situations sociales. Et notre morale est aussi un peu mise à mal compte tenu du fait que le film ne choisit aucun parti pris, si ce n'est d'accentuer les rapports de force que Depardon illustre par exemple en passant de deux jeunes hommes à Nice qui parlent de femmes avec qui ils aimeraient coucher et qu'ils aimeraient collectionner, à des femmes qui parlent de leur mari et de leur sacrifice à devoir accepter de coucher quand il en a envie. Depardon aime montrer ces contradictions justement en observant comment s'alimentent les deux entités qui constituent le rapport de force, que ce soit de genre, mais aussi de classe ou de race. C'est en ça que le docu est assez passionnant. Et évidemment, comme souvent, Depardon s'efface complètement après une légère voix off en début de film pour introduire le procédé. Plus jamais on ne l'entendra ensuite. Ce docu permet vraiment de dresser un certain réel social et comment il s'articule selon les régions. Loin du fantasme bourgeois qui distingue ville de campagne bêtement, il montre aussi quels sont les centres d'intérêt de la plupart des gens et comment cela illustre aussi une certaine conscience sociale. Die Politik ist das Gegenteil von dem, was mich mein ganzes Leben lang erfüllt hat. Comment ne pas parler de documentaire sans mentionner le genre du biopic, élément de récit quasi omniprésent dès lors qu'on parle du genre. Le biopic documentaire est beaucoup utilisé pour des reportages, souvent pour illustrer la grandeur d'une personne récemment décédée ou pour justement fêter son succès. Pour ce qui est des personnages historiques, on a tendance à mélanger histoire et émotion pour faire passer le temps avec un récit qui fonctionne comme des étapes chronologiques. Même si ça peut être évidemment très intéressant, c'est souvent esthétiquement assez pauvre et finalement pas si passionnant d'un point de vue historique. Mais quand un réalisateur par contre s'empare d'une figure pour le traiter à sa manière, s'éloignant de toute forme standard de télédocumentaire, ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Et c'est le cas du récent documentaire sur Leni Riefenstahl qui est sorti en novembre 2024 et est réalisé par Andres Viel. Leni Riefenstahl est une réalisatrice allemande qui réalisa plusieurs longs métrages propagandistes pendant le régime nazi. Proche d'Hitler, elle réalise le très célèbre Les Deux du Stade en 1936, représentant les JO de la même année qui se déroulèrent à Berlin. Il sort en 1938. Le film est très connu pour l'incroyable puissance qu'il a suscité et l'incroyable création de forme que la réalisatrice a pu imaginer pour filmer le corps des sportifs. Sublimant le pays, l'organisation, le mouvement des sportifs, elle excella dans sa façon visionnaire de penser le cinéma. Et elle fut du coup d'autant plus dangereuse compte tenu du fait qu'elle était alliée au régime nazi, chose qu'elle niera toute sa vie. Le documentaire sur elle ne va pas relayer mécaniquement son parcours, sa vie jusqu'à sa mort. Il va prendre une tournure particulière.
montrait comment Riefenstahl a toujours cherché à nier son admiration pour Hitler et le régime, en se confortant toujours dans l'idée qu'elle faisait ça pour l'art, hors de toute politique. Le documentaire va montrer, au travers de preuves écrites, de photos, qu'elle était suffisamment manipulatrice pour laisser croire de telles choses, et qu'elle était beaucoup plus proche qu'on ne le pense du régime nazi et d'Adolf Hitler. Alors, je ne vais pas vous raconter l'entièreté de ce qu'on apprend de cette femme, qui est décédée à 101 ans quand même en 2003, donc il y a beaucoup de choses à dire sur sa vie après 1945, mais ce procédé permet aussi de questionner bien plus que de simplement en apprendre plus sur la période et sur elle. C'est aussi une façon de se demander comment l'art peut servir une politique aussi dangereuse et meurtrière soit-elle. On peut être un peu déçu du documentaire dans le sens où on apprend finalement peu de choses sur son travail en tant que cinéaste. On peut même un peu voir le docu comme un film à charge contre elle pour que tout le monde comprenne que c'était une mauvaise personne, mais le réalisateur est suffisamment malin pour jouer sur plusieurs tableaux. Le côté visionnaire de Riefenstahl est bien retranscrit par son impressionnant professionnalisme, sa vision du cadrage pour mettre en valeur les corps, et aussi sa vision du montage pour saisir à quel moment il est utile de couper. Le documentaire laisse quelques séquences des Dieux du Stade et d'un autre film à elle, pour rappeler à quel point chaque angle de cadre sublimait absolument tous les mouvements. Mais voilà, l'art ne permet pas tout. Et Leni Riefenstahl cachait très bien son jeu sous le régime, elle était extrêmement attentive à son image, et si le docu s'en moque parfois, il retrace aussi brièvement l'origine de son parcours, dans un contexte notamment familial très violent. Tout ça ne fait donc pas du docu un simple reportage historique, ni même un film empreint d'une morale évidente, il permet de questionner les conditions matérielles dans lesquelles s'inscrivent des personnalités, et comment, au vu du contexte politique, l'art et leur regard leur permet d'atteindre des sommets très dangereux, et surtout comment ça leur permet de garder une forme d'immunité et d'impunité quant à leur statut d'artiste prétendument apolitique. On voit bien dans le docu, au vu de la vie qu'a vécue cette femme, que c'est bien plus complexe que ça. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous conseiller des films, mais aussi des façons différentes de penser le documentaire. Il y en a évidemment plein d'autres, et il y a plein de très grands cinéastes documentaires, mais ce sont récemment des façons qui m'ont beaucoup interpellé et touché dans la façon de penser, informer, filmer, montrer des éléments du réel. J'espère à l'avenir vous faire des vidéos sur des cinéastes documentaires que je trouve exceptionnels. D'ici là, prenez soin de vous, et à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager, et on se retrouve très vite. Ciao.